Émergeant de manière sinistre au large de la Guyane française en Amérique du Sud, à seulement 13 km 760 mètres de la côte, se dresse l'île du Diable. Le nom mémorable de l'île fait allusion à son passé glacial de colonie pénitentiaire impitoyable. Son isolement, son climat et les conditions brutales ont conduit à la mort de dizaines de milliers de prisonniers. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage sur cette petite mais très mortelle île et plonger dans son histoire violente, sa géographie unique. Et pourquoi les détenus étaient prêts à braver les eaux infestées de requins pour échapper aux griffes de CE qui était vraiment l'île du diable. Au premier coup d'œil, l'île du Diable semble être un paradis tropical. Elle est couverte de palmiers, des vagues chaudes caressent ses rivages et les eaux environnantes regorgent de vie marine. Mais cette apparence cache une réalité sinistre. L'infâme île, l'île Royale et l'île Saint-Joseph, constituaient le trio célèbre d'îles pénitentiaires qui ont servi pendant 101 ans de prison extra-côtière impitoyable pour la France. Les détenus ici faisaient face à des travaux forcés, mais aussi à l'horreur de conditions de vie inhospitalières et à des atrocités inimaginables. L'île Royale mesure environ 975 mètres d'est en ouest et 457 mètres du nord au sud, alors que l'île Saint-Joseph mesure environ 610 mètres de long et 465 mètres de large, et les deux étaient des lieux redoutés pour les prisonniers arrivants. Mais c'était l'île du Diable, qui mesure environ 1200 mètres de long et 400 mètres de large, qui était la plus redoutée. Cayenne, la capitale de la Guyane française, exerçait sa juridiction sur l'île du Diable, l'île Royale et l'île Saint-Joseph, qui étaient toutes sous la supervision de la prison principale à Cayenne. Les îles, entourées de rochers tranchants, de récifs peu profonds et de plages isolées, représentaient une barrière naturelle redoutable pour ceux qui songeaient à s'évader. L'éloignement de l'île du Diable, la plus éloignée du continent des trois îles, en faisait un lieu idéal pour l'isolement des prisonniers les plus dangereux. Sa végétation dense, riche en palmiers et cocotiers, parsemée d'herbes aux bords tranchants comme des rasoirs, masque la triste réalité des ruines de la prison qui subsistent encore aujourd'hui, un rappel glaçant de son passé, malgré avoir été déserté pendant plus de 7 décennies. Alors, embarquons pour un voyage dans le temps, pour découvrir l'histoire sombre des colonies pénitentiaires qui se trouvaient à des kilomètres au large, dans l'immensité impitoyable de l'océan Atlantique, comment tant de personnes y sont mortes et pourquoi il était presque impossible de s'échapper de l'île du Diable. La région a été colonisée pour la première fois par les Européens au début des années 1500. Vers 1503, les Espagnols sont arrivés et ont rencontré une population indigène, les Caraïbes, qui prospérait dans la région bien avant l'arrivée des Européens. On estime que 20 000 indigènes habitaient les côtes de CE, qui allait devenir la Guyane française à l'époque. En 1624, les Français ont établi un port de commerce dans le village de Sinnamary, qui reste une petite ville à ce jour, avec une population d'environ 3 000 habitants. En 1643, des marchands et colons français ont fondé Cayenne, mais l'année suivante, ils ont été déplacés par des colons néerlandais qui ont revendiqué les terres autour de la colonie. En 1817, les Français ont de nouveau repris la région, et en 1877, la colonie était représentée au Parlement. Malgré le fait que les deux pays la désiraient ardemment, la vie dans la colonie n'était pas facile. On estime qu'environ 75% des premiers colons qui ont tenté de s'installer dans la région sont morts dans la première année de leur présence là-bas, à cause de maladies tropicales contre lesquelles leur corps n'avait aucune immunité. Alors que la France peinait à établir une colonie prospère en Amérique du Sud, les prisonniers français luttaient pour survivre dans une autre partie du monde. Au cours des années 1600, de nombreux condamnés étaient contraints de servir comme rameurs dans la flotte de galères françaises en Méditerranée pour protéger les intérêts de la France dans la région. À son apogée, la flotte des galères françaises comptait plus de 50 navires, avec plus de 15 000 hommes, dont beaucoup étaient des prisonniers français. Les conditions dans les galères étaient dures et le taux de mortalité des prisonniers à bord des navires était élevé. Mais beaucoup de personnes auraient probablement préféré une vie à bord des galères à l'île du Diable. La flotte méditerranéenne française a été mise hors service vers la fin du XVIIe siècle et les condamnés qui autrefois étaient à bord des galères se retrouvèrent de nouveau sur le sol français. Ces individus s'étaient souvent séquestrés dans les
confins infestés de maladies des prisons parisiennes. Néanmoins, une part importante a finalement été renvoyée sur des navires. Mais pas de la manière dont on pourrait l'imaginer. Un grand nombre de prisonniers étaient enchaînés sur des navires désaffectés dans les ports français. Les conditions de vie à bord de ces prisons étaient pour le moins sombres. Et, en raison du manque d'entretien, elles se sont délabrées au fil du temps. Beaucoup de ces navires ont finalement commencé à pourrir et à couler. Lorsque cela se produisait, les prisonniers étaient rapidement débarqués et déplacés, soit vers des prisons improvisées en mer, soit vers d'autres carcasses. En plus de leurs conditions de vie difficiles, les prisonniers étaient soumis à des horaires de travail épuisants, travaillant plus de 12 heures d'affilée pour des salaires dérisoires, à peine 10 à 15 centimes par jour. Le salaire moyen au XVIIIe siècle était d'environ 1 franc par jour, et 1 centime correspond à 1 centième de franc. Donc, cette somme modique pouvait servir à acheter peu de choses. Mais les condamnés étaient toujours capables d'économiser pour acheter des choses comme un peu de vin ou de la nourriture en plus. En 1832, le Parlement français a adopté une loi exigeant que toutes les personnes incarcérées soient pourvues des nécessités de base, ce qui a conduit à une série de réformes dans les prisons de France. Malheureusement, très peu de ces réformes seraient appliquées aux colonies pénitentiaires sur l'île du Diable, l'île Royale et l'île Saint-Joseph dans les décennies suivantes. Au cours du XIXe siècle, les autorités françaises ont commencé à prêter attention aux colonies pénitentiaires pour la réforme et l'emploi des condamnés. Leur objectif était double. Premièrement, pour décongestionner les grandes villes françaises, et deuxièmement, pour fournir aux détenus un emploi rémunérateur dans des lieux éloignés comme la Nouvelle-Calédonie, un groupe d'îles dans l'océan Pacifique qui a autrefois abrité plus de 22 000 condamnés, et la Guyane française. Les détenus transférés dans les colonies pénitentiaires subissaient fréquemment une peine supplémentaire, appelée doublage. Selon ce système, à la fin de leur peine, les hommes libérés étaient obligés de travailler une durée équivalente dans la colonie pénitentiaire où ils venaient de purger leur peine. Donc, après qu'un prisonnier ait terminé sa peine de travaux forcés de 10 ans, il devait alors immédiatement commencer une décennie de service après sa libération. Le non-respect de cette obligation était considéré comme un crime, déclenchant une nouvelle arrestation et le début d'une toute nouvelle peine. Pendant ce temps, la marine française commençait à se lasser du fardeau persistant de détenir des prisonniers à bord de ses navires. Bien que certaines prisons aient persisté dans les ports français suite au coup d'État de 1851 mené par Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, les officiers de marine ont demandé à leur nouvel empereur de fermer toutes les prisons à leur charge et de transférer les condamnés vers des colonies pénitentiaires lointaines. Napoléon III a accepté, ouvrant la voie à l'émergence de l'île du Diable comme l'une des colonies pénitentiaires les plus redoutées et mortelles du monde. Le gouvernement de Napoléon a étudié plusieurs emplacements pour une nouvelle colonie pénitentiaire. Bien que l'Algérie ait été considérée, elle a été écartée en raison de troubles locaux. D'autres lieux, y compris Haïti, Cuba et la République dominicaine ont été envisagés, mais le gouvernement a choisi la Guyane française pour accueillir la population carcérale en augmentation de la France. Après le coup d'État de Napoléon III, on estime qu'environ 6 000 individus ont été arrêtés en seulement quelques années, beaucoup pour des raisons politiques. En plus de la population carcérale existante, plus de 10 000 condamnés attendaient leur transfert vers ces nouvelles colonies pénitentiaires. La première vague de détenus envoyés à Cayenne, en Guyane française, était des volontaires des navires-prisons décommissionnés. Ils croyaient probablement que rien ne pourrait être pire que leurs conditions actuelles, enchaînés sur un navire délabré, travaillant 12 longues heures chaque jour, mais ils ont rapidement découvert qu'ils avaient particulièrement tort. L'île du Diable a commencé à fonctionner en 1852 et est rapidement devenue la destination préférée de Napoléon III pour envoyer quiconque osait défier son régime. Parmi les 3000 détenus initiaux qui ont opté pour le transfert à Cayenne, tous étaient soit des prisonniers de droit civil condamnés sous le doublage, soit des déportés condamnés pour des raisons politiques, principalement des républicains qui s'étaient opposés à l'ascension de l'empereur. En 1885, une loi a été adoptée permettant la déportation des récidivistes, indépendamment de la gravité de leurs crimes, et finalement l'éligibilité pour le transfert à la tristement célèbre colonie pénitentiaire de Wieden, étendant sa sinistre emprise à pratiquement toute personne condamnée par un jury français. Au cours de sa durée de vie opérationnelle, l'île du Diable et ses prisons adjacentes ont abrité environ 80 000 délinquants, allant de violents meurtriers à de simples voleurs. Néanmoins,
Les colonies pénitentiaires sur l'île du Diable, l'île Royale, l'île Saint-Joseph et Cayenne n'offraient aucun répit à aucun prisonnier, quel que soit leur délit. Fait intéressant, les archives historiques indiquent que des détenus étaient également envoyés à l'île du Diable et dans les prisons environnantes. À leur libération, ces femmes étaient encouragées à épouser des détenus masculins libérés et à s'installer en Guyane française dans le but de renforcer la population de la colonie. Malheureusement, ce plan n'a pas atteint son objectif prévu et a finalement été abandonné en 1907. La sombre histoire du système pénitentiaire français, culminant dans l'établissement des colonies pénitentiaires sur l'île du Diable. L'île Royale, l'île Saint-Joseph et Cayenne peignent un tableau sombre. De nombreux condamnés ont travaillé jusqu'à leur mort et ont enduré des conditions indicibles à bord de pontons-prisons et dans des prisons urbaines surpeuplées. Mais, comme vous le verrez, les horreurs vécues en France étaient bien peu en comparaison de la réalité cauchemardesque qui attendait les condamnés sur l'île du Diable. Si le nom de l'île du Diable était déjà terrifiant, l'île était également connue sous un nom encore pire, la guillotine sèche. Elle a obtenu ce nom sinistre avec René Belbinois, un ancien prisonnier qui a raconté son temps en captivité, et le nom reflète avec précision les conditions environnementales difficiles de l'île. Avec une température moyenne autour de 30 degrés Celsius et une pointe à 32,2 degrés Celsius pendant les mois torrides de septembre et octobre, le climat de l'île est tout simplement oppressant. La chaleur extrême pesait sur les prisonniers toute l'année, alors qu'ils faisaient des travaux pénibles tels que la pose de pierres et l'abattage d'arbres. Le mot « sèche » fait référence à la rareté de l'eau douce sur l'île, avec les eaux salées de l'Atlantique ne fournissant aucun soulagement à la déshydratation chronique induite par la chaleur étouffante et le travail physique épuisant. Toute l'eau potable était soit importée sur l'île, soit récupérée lors des rares orages. Cependant, les précipitations pendant les mois les plus chauds, de septembre et octobre, était en moyenne de seulement 6,35 cm, rendant cette période particulièrement éprouvante pour les condamnés de l'île du Diable, car ils étaient forcés de rationner les petites quantités d'eau douce disponibles. Mais, ironie du sort, l'eau douce devenait le pire ennemi des prisonniers lorsque des pluies torrentielles, des ouragans et des cyclones tropicaux arrosaient l'île, provoquant d'importantes inondations. Les prisonniers de l'île du Diable devaient non seulement survivre dans des conditions chaudes et sèches, mais aussi éviter d'être emportés à la mer pendant les ouragans de niveau 4 et les tempêtes violentes. Les conditions tropicales de l'île du Diable signifiaient également qu'elle était le terrain de reproduction idéal pour les maladies et les insectes. Le paludisme, la typhoïde et la fièvre jaune faisaient des ravages et entraînaient souvent la mort. On estime qu'environ 33% des détenus de l'île du Diable, de l'île Royale et de l'île Saint-Joseph ont péri pendant leur incarcération. Pendant les périodes de surpopulation sévère ou d'épidémies particulièrement graves, ce taux de mortalité a pu atteindre jusqu'à 75%. Il était impossible d'échapper aux piqûres constantes de moustiques et à la transmission de maladies dues à la promiscuité, ce qui devait ressembler à des fléaux de niveau biblique balayant l'île du Diable. La vie sur l'île était si misérable que beaucoup auraient sans doute été tentés de simplement se jeter à l'eau et nager loin. Mais ceux qui l'ont fait ont découvert que les eaux chaudes environnantes, remplies de poissons, abritaient un autre élément dissuasif mortel, les requins. La grande létalité de l'île du Diable était telle que beaucoup de ceux qui y étaient envoyés acceptaient leur sombre destin, se préparant à une vie de souffrance sans fin. L'un des principaux principes des colonies pénitentiaires de l'île du Diable et des îles environnantes était que tous les détenus devaient effectuer des travaux forcés. Comme il n'y avait pas d'industrie viable sur l'île, le travail manuel éreintant était effectué simplement dans le but de créer du travail, avec des tâches sans but. Par exemple, les prisonniers se sont échinés sur un projet appelé « Route numéro 0 », une route en pierre qui traverse l'île. Cette route n'avait essentiellement aucune utilité pratique, autre que d'infliger de la douleur et de la pénibilité aux condamnés. Les prisonniers devaient transporter et tailler des pierres pour la route, souvent sans chaussures et parfois sans aucun vêtement à cause de l'usure rapide des tissus due au travail intense et au climat rude. D'autres prisonniers étaient forcés d'abattre des palmiers et de traiter les troncs pour le bois, qui pouvaient être utilisés pour construire plus de structures sur l'île ou être envoyés sur le continent pour être vendus. Les accidents du travail étaient monnaie courante, mais les gardiens obligeaient les condamnés à continuer à travailler ou les punissaient sévèrement.
Les simples coupures et contusions se transformaient souvent en infections sévères, entraînant de la fièvre et, dans certains cas, la mort. Le climat chaud et humide était un terrain fertile pour les infections fongiques et bactériennes. De plus, il y avait toujours la menace imminente d'être écrasé sous une pierre lourde ou un arbre qui tombe, une fin abrupte qui pourrait en fait sembler miséricordieuse en comparaison à l'exécution d'une peine entière sur l'île du Diable. Les cellules de l'île du Diable, de l'île Royale et de l'île Saint-Joseph étaient tout aussi mauvaises que les conditions de travail, si ce n'est pire. Beaucoup trop de détenus étaient entassés dans la même cellule où ils n'avaient pas le droit de parler, de lire ou de se coucher avant la tombée de la nuit. Même après le coucher du soleil, la température et la chaleur corporelle des prisonniers les faisaient transpirer abondamment, ce qui ne faisait qu'aggraver le problème déjà mortel de déshydratation. Si un détenu mourait dans son sommeil alors qu'il était dans la cellule, les gardiens laissaient souvent le cadavre là, jusqu'à ce qu'il puisse être enlevé par les co-détenus du condamné décédé le lendemain. Cependant, en fonction de la période de l'année, un mauvais temps, comme une tempête intense, pouvait signifier que les prisonniers devraient passer plusieurs jours confinés dans leurs cellules avec un cadavre. Sur l'île du Diable en particulier, les prisonniers étaient souvent maintenus à l'isolement. Cependant, cela n'était pas mieux que d'être entassés dans l'une des cellules surpeuplées des autres îles. Les minuscules cellules d'isolement avaient des plafonds qui permettaient aux gardiens de les surveiller en regardant à travers à tout moment et s'assurer qu'ils ne se reposaient pas en dehors des heures autorisées ou ne faisaient rien d'autre pour passer le temps. La surveillance constante signifiait également que l'évasion était quasiment impossible, car toute planification, préparation ou infraction de quelque nature que ce soit serait détectée. Si le travail dur et les mauvaises conditions de vie ou la propagation de maladies ne tuaient pas un prisonnier, les punitions infligées par les gardiens débouchaient souvent sur la mort. Les détenus à l'île du Diable, l'île Royale et l'île Saint-Joseph devaient respecter certains quotas, notamment en matière de production de bois. Si un détenu ne respectait pas son quota, on refusait de lui donner de la nourriture pour la journée. Étant donné les longues heures de travail et la chaleur intense, manquer un repas pouvait constituer une condamnation à mort. Le corps avait du mal à produire suffisamment d'énergie pour se remettre du travail épuisant, ce qui pouvait entraîner une fatigue sévère et même des crises cardiaques. Les punitions corporelles devaient être interdites dans le système pénitentiaire français en raison de réformes. Mais à cause de la distance entre l'île du Diable et la métropole, ces infractions ne pouvaient pas être constatées par les parlementaires, donc les violations des droits étaient courantes. Les détenus risquaient d'être fouettés ou battus, ce qui laissait des plaies ouvertes qui s'infectaient souvent. Et comme il n'y avait pas de médicaments et que l'accès à l'eau propre pour l'hygiène n'était pas disponible, ces plaies s'infectaient souvent et coûtaient la vie aux détenus. La distance entre l'île et le domicile des prisonniers en France signifiait également que les visites étaient interdites, mais ils pouvaient parfois être autorisés à recevoir du courrier et des cadeaux. Mais bien sûr, tout ce qui était envoyé était soumis à une taxe par les gardiens de prison. La pratique classique était que les gardiens gardaient 25% de tout ce qui était envoyé aux prisonniers. Bien qu'il y a sans doute eu des moments où l'argent ou les cadeaux ne sont jamais arrivés jusqu'au destinataire initial. La seule chose que beaucoup de détenus avaient à espérer pendant leur incarcération sur l'isolée île du Diable était le faible espoir qu'un jour leur peine serait terminée et qu'ils pourraient échapper à la chaleur étouffante et aux essaims d'insectes transmettant des maladies. Cependant, une loi passée le 30 mai 1854 a brisé ces espoirs, décrétant qu'une fois que les détenus de la colonie pénitentiaire avaient terminé leur peine, tous seraient soumis à une résidence forcée en Nouvelle-Guinée. Cela ressemblait au doublage, car lorsqu'ils étaient libérés, les hommes étaient tenus de rester dans la colonie pendant une durée équivalente à celle de leur peine. Dans ce cas, ils n'avaient pas à travailler pour le système pénitentiaire, mais ils ne pouvaient pas rentrer chez eux non plus. Il y avait cependant une mise en garde. Si la peine de prison du condamné était supérieure à 8 ans, il ne devait pas simplement rester pendant une durée équivalente à sa peine, il devait rester résident de la Nouvelle-Guinée pour le reste de sa vie. Les condamnés libérés se voyaient attribuer des terres pour s'installer, mais ils étaient confrontés en permanence à la maladie et à l'extrême pauvreté. Pendant ce temps, la colonie commençait à se remplir d'anciens détenus mécontents, provoquant une augmentation de la criminalité et d'autres problèmes pour les autorités et les autres colons de Cayenne et des environs. Mais la réalité pour de nombreux détenus était qu'ils ne connaissaient jamais la libération, que cela soit à cause d'un doublage, d'une résidence forcée ou d'une autre chose. La mort est devenue l'un des seuls moyens sûrs de vraiment échapper à l'emprise de l'île du Diable.
Et on estime que pas moins de 50 000 détenus sont morts pendant la période d'utilisation de l'île du Diable et des prisons environnantes. Alors, comment en savons-nous autant sur les conditions horribles dans les colonies pénitentiaires et ce qui se passait exactement sur l'île du Diable, l'île Royale et l'île Saint-Joseph? Il était rare que les prisonniers s'échappent de la colonie pénitentiaire, mais cela arrivait. Plusieurs évadés ont fini par écrire sur leurs expériences dans le système carcéral, et leurs histoires sont à la fois effrayantes et fascinantes. René Belbinois, mentionné précédemment, a peut-être été le plus célèbre évadé de l'île du Diable, en raison du livre qu'il a écrit après son évasion, Guillotine sèche, 15 ans parmi les morts vivants. Belbinois, un vétéran de la Première Guerre mondiale, a été arrêté pour plusieurs vols et condamné à 8 ans de travaux forcés dans les colonies pénitentiaires de la Guyane française. Il est arrivé à Cayenne en 1923 et a été expédié vers les îles. Belbinois a eu du mal à s'entendre avec les criminels plus endurcis qui se trouvaient dans la colonie pénitentiaire et a effectué plusieurs tentatives d'évasion. Chaque fois, Belbinois était attrapé et ramené dans sa cellule. Et il a finalement fini en isolement sur l'île du Diable pour ses multiples tentatives d'évasion. Belbinois, fidèle à son caractère, a tenté de s'échapper de l'île du Diable, mais il n'a pas réussi à atteindre le continent. En tout, il a tenté 4 évasions de prison, ainsi que des tentatives de s'échapper de Guyane française après sa libération. Comme sa peine était de 8 ans, la loi française stipulait qu'il devait y rester à vie. Mais Belbinois avait d'autres projets. Il a gardé des registres de tout son temps passé sur l'île du Diable et dans les autres prisons de la colonie pénitentiaire, et lors de ses tentatives d'évasion, il enveloppait ses notes dans un tissu de coton imprégné d'huile pour les protéger. Quand les gardiens découvraient ses écrits, il les détruisait, mais Belbinois réécrivait simplement tout ce qui avait été perdu, et il a finalement transmis ses écrits à la mère supérieure d'un couvent local pour les récupérer lorsqu'il serait libéré. Selon Belbinois, environ 700 nouveaux prisonniers étaient amenés sur les îles chaque année pendant son séjour. Avec un nombre stupéfiant de 400 morts dans la première année d'incarcération, un taux de mortalité de près de 57%. Cette sombre observation l'a amené à conclure que le but de l'administration pénitentiaire était de tuer, non pas d'améliorer ou de récupérer. L'un des récits les plus célèbres de l'île du Diable provient d'Henri Charrière, qui a écrit le livre à succès Papillon sur son séjour dans la colonie pénitentiaire. Dans ce livre, il décrit comment il s'est échappé de l'île du Diable avec un codétenu nommé Sylvain, et comment les deux hommes ont rempli des sacs vides de noix de coco et les ont utilisés comme bouées de sauvetage alors qu'ils nageaient de l'île vers le continent. Il a affirmé que cela leur avait pris 3 jours, et quand ils ont atteint la rive, Sylvain s'est retrouvé pris dans des sables mouvants et est mort tragiquement. Charrière a finalement été attrapé et amené à Bagné à El Dorado au Venezuela, où il a purgé le reste de sa peine. Après avoir été libéré, il a écrit son livre et a passé le reste de sa vie au Venezuela. Bien que la véracité de ses affirmations ait été remise en question, un journaliste affirmant que seulement environ 10% du livre de Charrière représente la vérité. Le prisonnier le plus connu de l'île du Diable pourrait bien être Alfred Dreyfus, qui a été faussement accusé par Napoléon III d'être un espion et envoyé à la colonie pénitentiaire de l'île du Diable pour y purger sa peine. Il est arrivé à l'île du Diable le 14 avril 1895 et était le seul prisonnier sur l'île à ce moment-là. Il a raconté que sa cabane ne mesurait que 4 mètres sur 4. Et même s'il purgeait sa peine seul, il a quand même dû affronter les mêmes conditions horribles sur l'île que les autres prisonniers et est rapidement tombé gravement malade. Il a survécu et un peu plus de 4 ans après, le 5 juin 1899, il a été libéré après que sa famille et ses amis en France ont prouvé son innocence. Pendant sa captivité, Dreyfus a écrit environ 1000 lettres et a rempli un journal relatant son expérience sur l'île du Diable. Et c'est grâce à son témoignage et aux autres récits de première main que le monde a découvert les conditions de vie terribles et le traitement inhumain des prisonniers sur l'île du Diable et dans la colonie pénitentiaire de la Guyane française dans son ensemble. Le 17 juin 1938. Le transport des prisonniers vers les colonies pénitentiaires a finalement été aboli par le gouvernement français. Cependant, le dernier prisonnier n'a été libéré de l'île du Diable que 15 ans plus tard, en 1953. Tous les prisonniers qui avaient encore du temps à purger à ce moment-là ont été ramenés en France par l'armée du Salut, bien que certains aient choisi de rester en Guyane française et d'y vivre le reste de leur vie. Il y a eu plusieurs tentatives de réaffectation de la colonie pénitentiaire. Un camp d'été a été installé sur les îles, ainsi qu'un poste de police, une usine d'huile végétale et une entreprise de pêche de requins ont été créés. Cependant, l'isolement et le manque de ressources naturelles sur l'île
ont finalement conduit à leur abandon et à la dégradation des structures de la prison. Dans les années 60, le Centre spatial français a été établi en Guyane. L'agence spatiale a acheté les 3 îles au large pour des raisons de sécurité, car la trajectoire de lancement amenait les fusées et les avions directement au-dessus de l'île du Diable, de l'île Royale et de l'île Saint-Joseph. Dans les années 80, le gouvernement français a instauré la préservation de plusieurs anciennes prisons comme sites patrimoniaux, pour rappeler aux générations futures les erreurs du passé. Elles sont maintenant considérées comme des monuments historiques et une série de centres et d'installations touristiques ont été construits pour accueillir plus de 50 000 touristes qui se rendent chaque année dans les lieux qui composaient la colonie pénitentiaire en Guyane française pour voir l'endroit où plus de 80 000 détenus ont lutté pour survivre et où les 3 quarts sont morts en purgeant leur peine sur l'île du Diable.